Tu sais qui ça peut être? Police criminelle. Ouvrez, monsieur Schuster. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ouvrez, s'il vous plaît, nous enfonçons la porte. Un moment, j'arrive. Tu es sûr que tu n'as rien fait à Freeze? Non, je te jure, je l'ai pas touché. L'important, c'est qu'on dise qu'on était ensemble. Nous avons passé toute la nuit ensemble, c'est clair? D'accord. Pour la dernière fois, ouvrez la porte. Oui, attendez, j'arrive. N'essayez pas de faire une bêtise. Nous sommes armés. Mais qu'est-ce que ça veut dire, baisser vos armes? Vous êtes monsieur Robert Schuster? Oui. Je dois vous arrêter et vous conduire au commissariat pour vous interroger. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'accusez de quoi exactement? Peter Freeze a été assassiné cette nuit. Il a été assassiné? Quand? À minuit environ. J'étais rentré chez moi depuis longtemps. Vous nous raconterez ça au commissariat. Est-ce que j'ai le droit de m'habiller? Il y a quelqu'un dans l'appartement? Oui, ma compagne habite ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Je viens d'être arrêté. Monsieur souhaite m'emmener au commissariat. Pourquoi faire? Si je ne suis pas revenu avant 10 heures, tu préviendras Maître Rennes. Pourquoi peuvent-ils faire ça? Pourquoi ont-ils le droit de débarquer en pleine nuit chez nous pour arrêter Robert? Dans quel pays vivons-nous? Alors, calmez-vous et racontez-moi ce qui s'est passé. C'est ce que je fais. Robert Schuster s'est disputé avec Freeze cette nuit. Oui, et ensuite, Freeze s'est fait assassiner. Et maintenant, ils accusent Robert de ce meurtre, alors qu'à ce moment-là, on était ensemble. Ça, je peux vous le jurer. Tout ceci n'est pas très clair. Qui est ce monsieur Freeze? Vous voulez un verre d'eau? Non, merci. Peter Freeze est un des patrons de la Data Main. C'est une société d'informatique. Robert Schuster et moi, nous sommes attachés commerciaux de la Data Main. Je venais juste de passer quelques jours à Paris avec Freeze pour mon travail. Je suis rentrée de Paris avant-hier. Freeze hier seulement. Robert m'a fait une scène dès mon arrivée. Une scène de jalousie? Oui. Oui, chez lui, c'est une maladie. Après, il a été voir Freeze pour lui demander des explications. Ça s'est passé où? Quoi? Enfin, est-ce que vous savez où il a retrouvé Freeze? Dans son bureau. Freeze travaillait souvent tard la nuit. Bien, continuez. Oui. Freeze a persuadé Robert qu'il ne s'était rien passé entre nous pendant ce voyage. Et qu'il n'avait aucune raison d'être jaloux. Oui, Robert est rentré à la maison. Vous vivez dans le même appartement? Oui. Non, je veux dire, nous avons 2 appartements dans l'immeuble. Je peux? Je vous en prie. Merci. C'est presque comme si nous vivions ensemble. Et pourquoi avoir 2 appartements? Parce que nous avons des horaires très différents. Robert se lève de bonne heure et moi, j'aime travailler tard le soir. Et je ne voulais pas quitter mon appartement. Je ne peux pas. Bien. Quand Robert Schuster est-il revenu? Vers 10h30. Et dans quel appartement? Le sien. J'étais venue l'attendre chez lui. Nous avons passé le reste de la soirée ensemble et puis la nuit. Vous pensez qu'il serait capable de... Oui. Quand il se met en colère, il ne sait plus ce qu'il fait. Mais il n'a pas pu commettre ce crime puisque nous étions ensemble.
Merci, maître Rennes, d'être venu me voir si vite. Vous savez ce qui s'est passé? Je suppose qu'Angélica vous a tout raconté. Je pense que oui. Madame Courtius a confirmé votre alibi en ce qui concerne ce meurtre. Oui, nous étions ensemble. Est-il exact que vous vous êtes disputé avec Monsieur Freeze hier soir? Oui. Avez-vous prononcé des menaces de mort? Je me rappelle pas exactement ce que je lui ai dit, mais... Il y a des témoins? Oui, enfin pas vraiment. À part la jalousie, vous aviez d'autres sujets de dispute avec ce Freeze, professionnel ou humaine? Non. Freeze était un homme difficile, mais ça me gênait pas. Ensemble, nous faisions une équipe très performante. Avez-vous déjà été présenté au juge d'instruction? Non. Bien. Eh ben, je vais m'en occuper. Maître Rennes, qu'est-ce qui peut m'arriver au juste? Vous pouvez rester en préventive comme suspect numéro 1. Mais c'est complètement absurde! Oui, mais enfin, attendez d'abord la décision du juge. C'est la première fois que je vais en prison. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. Encore une question. Avez-vous ou bien aviez-vous une arme à feu? La police m'a posé exactement la même question. Non. Non, non, non! Vous devriez essayer de vous détendre, monsieur Schuster. La justice existe dans notre pays. Si vous êtes innocent, vous n'avez pas de souci à vous faire. Maître Rennes, je dois sortir d'ici. Je dois absolument rester avec Angélica, c'est très important. Important? Pourquoi? Pour nous. Maître Rennes, notre suspect, M. Schuster, a simplement mis à exécution les menaces qu'il avait proférées auparavant. Je vais t'abattre comme un chien. Ce sont ses propos exacts. Une secrétaire l'a entendu. Et peu de temps après, il y a eu des coups de feu. Et monsieur l'avocat voudrait nous faire croire qu'il n'y a pas de rapport direct entre les faits. Si chaque menace de mort était mise à exécution, je pense qu'il n'y aurait plus grand monde sur Terre. Vous n'avez pas d'autres preuves, à part cette menace et cette dispute? L'enquête n'a commencé que depuis une quinzaine d'heures, et je suis presque certain que nous aurons bientôt du nouveau. Je voudrais éviter à la police d'avoir à rechercher un assassin libéré à tort. Cette prévoyance vous honore. Mais avant de prévoir une éventuelle cavale, vous devriez nous convaincre de sa culpabilité, et ça n'est pas le cas. Et pour ces raisons, monsieur le juge, je vous demande la libération de mon client. Oui, je comprends les arguments que présente l'avocat de M. Schuster. Oui. C'est une victoire à la Pyrrhus, maître Rennes, je vous l'assure. Je maintiens l'accusation et ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper dès demain du témoignage de sa femme. Eh bien, au revoir, messieurs. Sûrement un problème de foi. Et comment t'as su? Rennes, Et comment t'as su l'heure exacte? je t'attends déjà depuis 3 heures. Nous venons de voir Maître Rennes. Je lui ai donné mon point de vue sur cette affaire et mes soupçons. Il m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Alors donnez-moi votre point de vue et vos soupçons. Voilà, Maître Rennes m'a dit que le procureur maintenait ses charges contre moi. Mais je ne veux pas rester sans rien faire. Je veux aussi me battre. Je fais la même chose quand j'ai un problème. Le procureur me laisserait un peu plus tranquille s'il avait un autre suspect, mais si nous mettions la main sur le coupable, ce serait encore mieux. En ce qui concerne le coupable, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, la Data Main a 2 grands patrons. Le premier, c'était Peter Freeze, et son associé, c'est Siegfried Heim. Ces derniers temps, il avait souvent des petits problèmes. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais depuis quelque temps, l'ambiance était plutôt froide, pour ne pas dire glacée. Pourtant, avant, tous les deux, ils étaient comme cul et chemise, mais depuis...
Depuis environ 2 mois, on aurait dit qu'il s'évitait. On l'avait tous remarqué. C'est vrai, Angélica. Je ne me rappelle pas. Je pense que tu te fais des idées. Mais c'est toi-même qui m'as dit hier qu'il se disputait souvent en ce moment. Oui, peut-être. Mais ce n'est pas pour ça qu'on peut accuser Haim du meurtre de Freeze. Et moi alors? Je suis bien accusé de meurtre simplement parce que j'aime pas qu'on s'approche trop près de ma femme. Monsieur Matula, je veux seulement que vous essayiez de savoir ce que faisait Monsieur Haim avant le crime et à l'heure du crime. Vous connaissez mes honoraires? Oui, Maître Renz m'en a parlé. Mais l'important, c'est de découvrir comment a été choisi le successeur de Freeze comme co-responsable de la data. Je crois que c'est la vraie raison. Le pouvoir. Bonjour. Bonjour. Je viens de lire le nom sur la plaque. S. Haim. J'avais un copain d'école qui s'appelait Siegfried Haim. Je voudrais bien savoir si c'est à ce Siegfried qu'appartient cette superbe maison. Je ne suis que la gouvernante, je ne peux pas vous répondre. Est-ce qu'il a mon âge à peu près? Un peu plus jeune. Ah, je fais peut-être un peu plus vieux que mon âge. J'ai dû traverser pas mal d'épreuves au cours de ma vie. Monsieur a les cheveux presque gris. Ah oui, c'est bien possible depuis le temps. Est-ce qu'il joue encore au tennis? J'en sais rien du tout. Je ne travaille ici que depuis 2 jours. Ah bon? Et pourquoi vous avez remplacé l'ancienne gouvernante? Sa famille vivait en Italie, alors elle a préféré y retourner. Oui, le climat ne lui convenait peut-être pas vraiment. Oui, ça doit être ça. Merci beaucoup. Bon, eh bien, au revoir. Au revoir. Tu veux que je te dise quand je t'ai remarqué pour la première fois? Tu tournais en rond dans le hall de la data. Je me suis demandé qui tu pouvais attendre. J'ai d'abord pensé à Birgit. T'es bien son genre. Ah, merci. Je ne pouvais pas me douter que c'était justement moi que tu attendais. Je t'ai vu descendre de cette merveilleuse voiture conduite par ce... C'était mon patron. Nous revenions d'une conférence à l'aéroport. T'emmènes partout avec lui? Il venait d'étudier une proposition de contrat et je devais le taper tout de suite. Les Américains reprenaient l'avion 1 heure après la séance. Pour lui, t'es une sorte de confidente. Secrétaire, comme dit mon patron, vient du mot secretus, qui veut dire secret. Mon patron peut me faire confiance sur ce point. Je ne parle jamais à personne de mon travail. Ça, c'est vraiment important. Oui.
Haim a déclaré qu'il était chez lui au moment du crime, et pour l'instant, rien ne prouve le contraire. Ah oui? Bah, c'est pour ça qu'il y a des détectives. En revanche, j'ai découvert que Haim venait de vendre les actions de Freeze concernant la société à un groupe américain, The National Informatic Corporation. Oh, bilingue. Le protocole d'accord a déjà été signé hier matin. Voilà. Comment l'as-tu appris? Secrétaire qui vient de secretus veut dire secret. Ah, et latiniste. Haim a été forcé de vendre à cause d'un simple retard de livraison. Il venait de perdre une fortune. Tiens, voilà. Comment tu as... Eh ben, chapeau. Si Haim n'avait pas hérité des actions de Freeze, il aurait été ruiné. Comment ça, il a hérité des actions de Freeze? Pourquoi? En créant leur société, la Data, Haim et Freeze avaient stipulé dans les contrats que si l'un d'entre eux mourait, l'autre hériterait automatiquement de ses actions. Je t'ai même fait une photocopie du testament. Voilà. Joseph, tu commences vraiment à me faire peur. Pourquoi? Parce que je deviens organisé? Non, parce que tu fais dans la magie. L'audience est ouverte. Pour cette affaire, sont ici présents l'accusé Robert Schuster, l'avocat de la défense Maître Rennes, et comme représentant de l'accusation, le procureur Ince. Monsieur Schuster, vous pouvez rester assis. Vous vous appelez Robert Schuster, vous êtes né le 21 mars 1943 à Kassel, vous êtes célibataire, catholique, études de commerce. Vous habitez Bertolt Brecht Allée au numéro 50. Tout ça est exact? Oui. Bien, monsieur le procureur, je crois que vous pouvez lire l'acte d'accusation. Les gens disent que vous avez vendu des parts de la Data Main à une compagnie américaine. Oui, je ne vis que pour mon travail depuis 10 années. Et maintenant, j'ai envie de me retirer des affaires. J'ai envie de profiter un peu de la vie. Vous avez tout à fait raison. Oui. Je voudrais m'acheter un bateau et traverser les mers du Sud. Monsieur Haim, s'il vous plaît. Oui. J'espère que ce procès nous apportera toute la lumière. Monsieur Haim, vous êtes avec Monsieur Freeze, vous étiez directeur d'une société informatique, la Data Main. Oui. Monsieur Freeze et vous étiez, si je peux me permettre, des fous d'électronique. En plus de votre réussite professionnelle dans ce secteur, vous vous intéressiez à toutes sortes de nouveaux jeux électroniques, gadgets, dernière invention. Oui. Monsieur Freeze avait par exemple dans son bureau un appareil qui enregistrait toutes les conversations automatiquement. L'appareil se déclenchait dès que le ton de la voix atteignait un certain niveau sonore ou dès que quelqu'un faisait du bruit dans le bureau. Il s'arrêtait au bout de 10 secondes de silence. C'est bien ça? Oui, j'ai d'ailleurs le même genre d'appareil dans mon bureau. Grâce à cet appareil, nous avons pu constater que la victime et l'accusé s'étaient disputés très violemment le jour du crime. C'est exact. Monsieur le Président, je sais pertinemment qu'un enregistrement de ce genre n'est pas une pièce à conviction, mais j'aimerais quand même que le tribunal écoute la bande, à moins que Maître Rennes y voie une quelconque objection. Si je vous comprends bien, vous voulez nous faire écouter l'enregistrement d'une dispute que mon client, M. Schuster, ne nie absolument pas. Je ne vois aucune objection à ce que le tribunal entende cette bande. Puisque personne n'y voit d'inconvénient, allez-y. Qu'est-ce qui vous prend, Schuster? Vous pourriez frapper avant d'entrer? J'ai une question plus importante à vous poser, Freeze. Pourquoi vous n'arrêtez pas de courir après ma femme? D'abord, je n'aime pas beaucoup qu'on me parle sur ce ton. Alors si vous continuez, je vais vous sortir de mon bureau. Et comment vous ferez pour me faire sortir? Ne vous faites pas de soucis pour ça. Si vous essayez de vous servir du téléphone, je vais être obligé d'arracher les fils, c'est dommage. Dois-je comprendre que vous essayez de m'intimider, de me menacer physiquement? Je vous ai posé une question, Freeze. Pourquoi vous ne voulez pas foutre la paix à ma femme? Je ne sais même pas de quelle femme vous me parlez. Je ne savais même pas que vous étiez marié. Je vous parle d'Angelica Curtius. Qu'est-ce que ça peut vous faire que je sois marié avec elle ou pas? Vous savez très bien que je vis avec elle.
Écoutez-moi bien, je veux vous dire le plus calmement du monde que je n'ai jamais essayé d'approcher, d'embrasser ou de toucher votre femme. Excusez-moi, je viens de commettre une erreur. Je dois avouer que je lui ai serré la main plusieurs fois. Ne vous moquez pas de moi, Freeze, j'en crois pas un mot. Je vous prierai de ne pas douter de mes paroles, Schuster. Qu'est-ce qui vous autorise à me traiter de menteur? Ouais. Mais qui pourrait avouer qu'il couche avec la femme de son employé? Vous êtes malade, Schuster. La jalousie vous rend complètement hystérique. Et maintenant, sortez de mon bureau. Je vous préviens, Freeze. J'aime cette femme. Bien plus que ma vie. Et bien plus que la vôtre, vous comprenez? Si jamais je découvre que vous avez couché avec Angelica, que vous vous êtes foutu de moi et que vous m'avez menti, je n'hésiterai pas une seconde. Je vous abattrai comme un chien, Freeze. Ça, tu me le paieras, Schuster. Monsieur Schuster, vous avez frappé Monsieur Freeze, n'est-ce pas? Oui, mais seulement giflé. Pouvez-vous nous dire si cette bande est bien l'enregistrement fidèle de votre conversation? Mon client ne se souvient plus exactement. Vous l'avez compris, il était dans un état de nervosité extrême. C'est vrai. Mais c'est aussi vrai que c'est bien ce que j'ai dit. Je n'ai plus de questions concernant l'accusé. Madame Curtius, s'il vous plaît. Madame Curtius, est-il exact que depuis environ 8 ans, vous vivez avec l'accusé, Monsieur Schuster? Oui, c'est vrai. Et vous vivez maritalement? Oui. La loi prévoit que les membres de la famille propre de l'accusé ainsi que son épouse peuvent, s'ils le désirent, refuser de témoigner devant un tribunal. Par contre, la loi ne prévoit rien pour les couples en concubinage. Mais oui, ces lois ont été faites malheureusement à une époque où il était plutôt inhabituel de vivre ensemble sans passer devant le maire. Par contre, la loi stipule qu'une fiancée peut, si elle le veut, refuser de témoigner dans un procès. Êtes-vous fiancé avec l'accusé? Je veux témoigner. Nous ne sommes pas fiancés. Bien, alors je vous rappelle ce que j'ai dit au début de l'audience en ce qui concerne la déclaration des témoins. Vous avez juré de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, mais si jamais on peut prouver que vous avez menti, la loi punit de peines très sévères ceux qui se rendent coupables de faux témoignages ou de parjure. Et je suppose que le procureur vous demandera de jurer avant de faire votre déclaration. Oui. Alors je vais vous demander de nous dire précisément ce qui s'est passé le soir du crime. Oui. Voilà. Voilà. Nous nous étions disputés toute la journée parce que j'avais fait ce voyage à Paris avec Freeze. Et vers 9 heures, la secrétaire de Freeze a téléphoné et elle a demandé si elle pouvait parler à Monsieur Schuster, je veux dire. Et oui, c'est comme ça qu'il a compris que Freeze n'était pas à Francfort et qu'il était à son bureau. À peine raccroché, Robert a quitté l'appartement, puis il a couru prendre sa voiture et il est parti comme un fou pour le voir. Oui. Et après, il y a eu cette dispute. Mais vous le savez déjà. À 10h30, Robert est rentré à la maison et... Oui, il était bizarre, il paraissait ailleurs. Il m'a dit qu'il savait maintenant qu'il ne s'était jamais rien passé entre Freeze et moi, parce que ce fameux voyage à Paris était purement professionnel. Ce qui est d'ailleurs vrai. Voilà. Ensuite, on a bu un dernier verre et on est allé se coucher. Vers quelle heure? Je n'ai pas spécialement regardé l'heure, mais je pense qu'il était à peu près 11h30. Non, plutôt minuit. Oui, je pense qu'il était au moins minuit. Je n'en sais rien. Et puis, nous sommes endormis rapidement et
Nous avons été réveillés vers 5 heures du matin par la police. Vous pouvez interroger le témoin, monsieur le procureur. Ainsi donc, vous ne savez pas l'heure exacte où vous vous êtes endormi ce soir-là? Si, vers 11h30, c'est ce que je viens de dire. Je vous ai dit aussi que je n'avais pas regardé ma montre. Alors, à 11h30, vous vous êtes endormi? Ou vous vous êtes couché? Je n'ai pas regardé ma montre. Si vous vous êtes endormi vers 11h30 le soir du crime, l'accusé a très bien pu se relever et quitter l'appartement sans que vous puissiez vous en rendre compte. Non. Non, je me serais réveillée. N'oubliez pas que vous aviez eu une longue dispute et que vous aviez bu un verre. C'était suffisant pour ne rien remarquer. Je m'en serais aperçue. Vous pensez qu'il était environ 11h30 quand vous vous êtes endormi? Non. Non, je me rappelle qu'il était 11h30 passées en arrivant chez moi. Vous êtes allé où? Nous avons 2 appartements dans le même immeuble. Robert habite au-dessus de chez moi. Alors, vers minuit, vous êtes retourné à votre appartement? Oui, mais juste un moment, je n'ai que l'escalier à descendre. Nous étions ensemble dans l'appartement de Robert et nous n'avions plus de cigarettes et je croyais en avoir un paquet. Alors je suis descendue les chercher. Et vous les avez trouvés? Non. J'ai beau fouiller partout, je n'ai pas réussi à trouver mes cigarettes. Pouvez-vous nous dire combien de temps il vous a fallu pour fouiller partout? Pas longtemps. Vous avez combien de pièces? 3 chambres. Vous avez donc, je vous cite, fouillé partout dans votre appartement. Vous avez eu besoin de temps quand même. Pas longtemps. Et ensuite, qu'avez-vous fait exactement sans cigarette? Robert en avait un paquet. Ah bon? Mais par quelle magie? Vous venez juste de nous dire que vous étiez descendu chez vous parce qu'il n'en avait plus. Il venait d'aller en chercher. Chercher? Mais où? Mais au distributeur. À quel distributeur? Celui du coin. Quand vous êtes revenu à l'appartement de M. Schuster, vous avez constaté que celui-ci avait des cigarettes. Il vous a dit les avoir achetées au distributeur. C'est exact. Il est arrivé peu après moi. Vous voulez dire que quand vous êtes revenu à son appartement, il n'était pas là? Il est arrivé juste après moi. Et comment êtes-vous entré chez lui alors? Mais parce que j'ai une clé. Donc, il n'était pas là quand vous êtes arrivé. Vous nous dites qu'il est arrivé peu de temps après vous. Pourriez-vous être plus précis? 5 minutes, 10 minutes? Pas si longtemps. Vous avez regardé votre montre? Non, naturellement. J'aimerais que le tribunal note que le témoin déclare être descendu à son appartement aux environs de minuit et qu'elle y a, je la cite, fouillé partout. Elle est ensuite retournée à l'appartement de l'accusé qui s'était absenté à son tour pour aller au distributeur et qui est revenu 5 minutes plus tard. Si nous supposons que pour descendre chez elle, fouiller partout et remonter, il lui a fallu à peu près 10 minutes, auxquelles nous ajoutons 10 minutes d'absence, nous pouvons donc en déduire que l'accusé et le témoin ont été séparés l'un de l'autre pendant au moins 20 minutes où le témoin affirme ne pas avoir regardé sa montre. Vous comprenez donc que pour ce laps de temps, l'accusé est incapable de fournir un alibi. Et justement, ce laps de temps se situe aux alentours de minuit, et c'est vers minuit 5 que Fries s'est fait assassiner. L'immeuble habité par Madame Curtius et l'accusé, M. Schuster, est environ à une distance de 2 km de la maison habitée par M. Fries. Un trajet qu'on peut sans problème effectuer en moins de 3 minutes, et particulièrement la nuit quand il n'y a pas de circulation. Je n'ai plus d'autres questions à poser aux témoins. Monsieur le procureur a construit de façon suggestive, mais irréelle, à mon avis, une histoire où les événements lui conviennent tout à fait, mais qui ne correspondent heureusement pas à la réalité. Vous avez un appartement de 3 pièces. Quand vous rangez vos cigarettes, vous les posez où d'habitude? Le plus souvent, je les mets au fond d'un tiroir. Ah, vous ne les rangez jamais au fond du lit, dans les toilettes ou dans le réfrigérateur, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Combien de temps vous faut-il pour descendre du 7e? Peu. 1 minute. Et de combien de temps avez-vous besoin pour voir s'il y a des cigarettes dans le tiroir? Encore 1 minute. Le témoin a déclaré avoir cherché partout et non avoir regardé seulement dans le tiroir. Je cite le témoin. J'ai fouillé tout l'appartement. Je vous prierai, monsieur le procureur, de ne pas interrompre Maître Renz.
Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Puis le témoin a remonté l'escalier. Encore 1 minute, ce qui fait pour l'instant 3 minutes, et non 10 minutes, comme monsieur le procureur l'a imaginé. Après, vous nous avez déclaré, à présent c'est moi qui vous cite, il est arrivé juste après moi. Dans le langage courant, juste après moi, ça veut dire au maximum 1 bonne minute. Mais je préfère compter largement, je dirais donc 2 minutes. Et là encore, monsieur le procureur a exagéré en calculant 10 minutes. Au total, il est arrivé à presque 20 minutes, alors que moi, je n'en compte que 5. Et personne ne peut, en 5 minutes, descendre du 7e étage, monter dans sa voiture, parcourir une distance de 2 kilomètres, trouver une place pour garer son véhicule, entrer dans la maison, tuer quelqu'un, et puis retourner de nouveau à la voiture pour refaire le chemin en sens inverse, se regarer et monter au 7e étage. Voilà. Et je pense que mes calculs, à moi, sont exacts, et tout à fait réalistes. Ceux de monsieur le procureur ne sont pas objectifs. Ils ne sont là que pour déstabiliser la défense et détruire l'alibi qui me permettrait de prouver de façon catégorique l'innocence de mon client. Mais je voudrais vous faire remarquer que je suis assez content que le témoin nous ait parlé de cette histoire de cigarette. Cela nous prouve que pour elle, la chose la plus importante, ça n'est pas de protéger son ami à tout prix, mais surtout de dire la vérité, et rien d'autre que la vérité. Qu'on ne respecte pas son témoignage, et qu'en plus on essaie d'en faire un argument qui permettra de servir l'accusation, je trouve ça inacceptable et tout à fait inadmissible. Je n'ai pas d'autre observation concernant le témoin. Bien. Il est temps de suspendre l'audience, mais auparavant, je décide l'arrestation de M. Schuster. Je crois que j'ai tout gâché, non? Je ne serais pas aussi pessimiste. Mais je dirais qu'après votre déclaration, les chances d'innocenter M. Schuster n'ont pas augmenté. J'étais obligée de dire la vérité. Mais vous auriez dû d'abord me la dire à moi, cette vérité, avant le procès. C'est ce que j'ai fait. Ah non, je ne crois pas. Vous m'avez déclaré plusieurs fois que vous aviez passé la soirée ensemble, toute la soirée. Et maintenant... Mais le procureur a une façon de vous tirer les mots de la bouche, c'est vous-même qui l'avez constaté. Mais vous ne l'avez pas empêché, vous n'avez pas vraiment résisté. Oui, mais puisque vous avez ensuite tout arrangé, le tribunal a dû comprendre vos explications. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais je ne pense pas que j'ai effacé leurs soupçons. Si vous aviez vu le regard du juge pendant que vous faisiez votre déclaration... Nous allons bien voir. Pour l'instant, rien n'est encore perdu. Je voulais l'aider avec mon témoignage. Monsieur M, je vous ai rappelé à la barre des témoins pour vous poser la question suivante. L'accusé possède-t-il une arme? Je sais qu'il en a possédé une. Comment le savez-vous? Il me l'avait montré. Il y a environ 3 semaines. Il m'a dit qu'il l'avait acheté à Bruxelles et qu'il avait réussi à passer la frontière en douce. L'accusé vous a-t-il dit pourquoi il avait acheté cette arme? Non, pas vraiment. Je crois qu'il m'a dit qu'il y a des moments dans la vie où il vaut mieux posséder une arme. Je crois qu'il voulait dire qu'on se sent plus sûr quand on possède un revolver. C'est à peu près ce qu'il m'a dit. Je ne me rappelle pas ses mots exacts, bien évidemment. Vous pourriez nous dire de quelle arme il s'agissait? Oui. Un 9 mm Smith & Wesson. Bien, merci. Je voudrais poser une question au témoin. Je vous en prie. Vous semblez connaître les différents modèles d'armes. L'accusé vous a montré ce revolver et vous avez identifié le fabricant et le calibre. Oui, j'aime beaucoup les armes à feu. C'est une de mes passions. Accusé Schuster, qu'avez-vous à déclarer après le témoignage de M. M? Je n'avais plus cette arme au moment du crime. Je m'en étais débarrassé 2 jours avant l'assassinat. Débarrassé? Oui, et comment? Je l'ai jeté dans le Main. Madame Curtius vous le confirmera. Si tu ne veux pas me dire la vérité, je te tue. Je vais te dire la vérité, Robert. La vérité, c'est que tu es malade. Complètement malade. Pourquoi es-tu parti à Paris? Pourquoi avait-il besoin de toi particulièrement? Ou pourquoi avais-tu besoin de lui? Je suis indispensable pour la vente d'après lui. Il préfère se charger de la démonstration. Non, ce n'est pas vrai. Il est incapable d'expliquer quelque chose clairement sans bégayer. Il peut tout inventer, mais il n'a jamais su parler en public. Je ne suis pas vraiment de cet avis. En tout cas, il est venu. Pourquoi? Ça, je n'en sais rien.
cas pas pour faire l'amour avec moi. Il avait certainement une idée derrière la tête. Mais de toute façon, il ne m'a fait aucune proposition. Et je te dis pour la dernière fois qu'il ne m'a jamais approché ni touché. Et maintenant, tire si tu veux. Je n'en peux plus. Moi aussi. Pourquoi ça fonctionne plus entre nous, Angélica? Dis-moi pourquoi c'est plus comme avant. On vit comme des fous. Financièrement, émotionnellement, comme des fous. Et ça, je n'arrive plus à le supporter. Tu peux le comprendre? Non. J'ai envie d'une vie heureuse. Une vraie relation. Amoureuse et passionnée. Je te tuerai. Un jour ou l'autre, je vais te tuer. Mais ensuite, vous avez jeté ce revolver dans la rivière. Oui. Oui. J'avais vraiment peur de perdre la tête et de tuer Angélica en me disputant avec elle. C'est pour ça que j'ai décidé de me débarrasser de cette arme. Je voulais nous protéger de cette tentation. Je m'en suis vraiment débarrassé. Vous pouvez le demander à Madame Curtius. Me permettez-vous d'interroger l'accusé? Faites non. Est-ce que vous pourriez retrouver l'endroit exact où vous avez jeté cette arme à feu? J'avais pas mal bu avant d'aller là-bas. Je me suis garé au bord du Main. On est sorti de la voiture et on a marché le long de la rive. Vous pensez que vous pourriez retrouver l'endroit exact où vous l'avez jeté? Parce que nous pourrions envoyer des plongeurs. Et nous prouverions ainsi qu'au moment du meurtre de M. Fries, vous n'étiez pas en possession d'une arme. Oui. Je pense que je pourrais retrouver l'endroit. Comment vous l'avez jeté? Vous avez pris de l'élan ou vous l'avez lancé très loin ou vous l'avez juste laissé tomber? Ah, je m'en souviens plus. Je vous ai déjà dit que j'avais pas mal bu d'alcool ce soir-là. Mais vous étiez bien à cet endroit. Oui, je crois bien que oui. Excusez-moi, je suis en retard, mais je... Non, rien. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi ça n'est pas l'endroit où M. Schuster s'est débarrassé du pistolet? Non. Non, c'est pas ici, c'était plutôt... là. Vous en êtes sûr? Oui. Je peux me tromper, il faisait nuit et j'étais presque à bout de nerfs et cet endroit me faisait peur, mais... Non. Non, ce n'était pas ici. Ce n'est pas d'ici qu'il a acheté le pistolet. C'était bien là-bas. Bien, alors c'est là qu'il faut chercher. C'était ici à peu près? Je crois, oui. Joseph, qu'est-ce que tu fais au juste? Qu'est-ce que ça veut dire? Je me rappelle que j'étais là quand il a jeté le pistolet dans l'eau. Mais M. Schuster nous a dit que c'était plus bas. Moi, je pense que c'était ici. Reviens tout de suite. C'est le travail de la police. Vous permettez que j'aille dire bonjour à Madame Curtius?
Oui, conduisez-le. Si vous vous souvenez si bien de l'endroit, pourquoi ne pas l'avoir dit? Parce que personne ne me l'a demandé. Bonjour, ma chérie. C'est toi qui leur as dit que c'était ici? Oui. J'étais pourtant persuadé que c'était plus bas. Mais c'est vrai que j'étais sous. En effet. Je pense que c'est important qu'on ait trouvé l'arme. Car maintenant, on va pouvoir prouver que je ne m'en suis pas servi pour tuer Freeze. N'est-ce pas? On ne peut pas être encore aussi affirmatif. L'arme est restée plusieurs jours au fond de l'eau. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez dit la vérité. Et que tout le monde ait pu le constater. Matula, est-ce que tu te rends compte qu'il s'agit d'une enquête de police? Je sais bien, Erwin. Bon, alors, tu le veux, ce pistolet? Je commence à avoir froid, moi. Ton intervention aura une suite, désolé. Ah, je peux même te dire laquelle, une grippe. Malheureusement, si tu es malade, tu ne vas pas pouvoir te coucher. Nous avons beaucoup de travail. À bientôt, Erwin. Salut. Après l'examen balistique, le laboratoire a conclu que l'arme qui avait servi pour tuer Freeze était la même arme que celle de l'accusé trouvée dans la rivière. Je voudrais savoir si le témoin pouvait facilement avoir accès à cette arme. Oui. J'avais et j'ai toujours la clé de l'appartement de Robert. Bien. Vous auriez donc pu prendre ce revolver. Et pourriez-vous nous parler de vos rapports avec M. Haim? Agréable, amicaux et professionnels. Êtes-vous déjà allé chez M. Haim? Je suis allée plusieurs fois chez lui, oui. Souvent pour des réunions. Une fois, il m'a invitée à une fête. Que des rapports professionnels. Vous n'avez jamais eu de relation amoureuse avec M. Haim? Non, bien sûr que non. Qu'est-ce que ça signifie, monsieur le juge? Je suis obligée de répondre à ce genre de questions? Non, vous n'y êtes pas obligé. Mais vous l'avez fait quand même. Et en faisant cette réponse, vous nous avez menti. Je peux vous le prouver. Et vous n'avez pas menti au tribunal seulement sur ce point, mais depuis le début de votre témoignage. Je vous prierai, monsieur le juge, d'appeler à la barre le témoin Giulia Cavalli. Le témoin Cavalli. Mademoiselle Cavalli, comprenez-vous notre langue et la parlez-vous? Je pense que oui, je comprends tout. Maître Rennes s'est assuré la présence d'un interprète. Vous pouvez parler italien si vous voulez. Non, je vais essayer d'y arriver. Bien, Maître Rennes, nous vous écoutons. Comment avez-vous appris à parler notre langue? J'ai suivi des cours pendant plusieurs années et ensuite j'ai été pendant 3 ans la gouvernante de M. Haim. Vous avez apprécié cette place? Oui. Pourquoi l'avez-vous quittée alors? Il m'a renvoyé un jour sans prévenir. Il vous a dit pourquoi il vous licenciait? Non, si. Il a dit qu'il allait faire une croisière en mer du Sud et il n'avait plus besoin de moi. Ce licenciement a été une surprise pour vous. Oui, mais il a été assez généreux pour me donner 3 mois de salaire. Il m'a aussi offert le billet de retour pour Palerme. Connaissez-vous Angelica Curtius? Oui. Comment l'avez-vous connue? Elle venait souvent voir M. Haim. Souvent, que voulez-vous dire par souvent? Eh bien, des fois, elle venait et elle restait seulement 2 jours. Des fois, juste une nuit. Et puis, je ne la voyais pas pendant plus d'une semaine, ou même 2. Et tout à coup, elle était revenue. Quand elle venait, elle habitait la maison? Oui. Enfin, je veux dire, elle y passait la nuit, elle dormait là-bas? Oui. Dans quelle chambre? Dans la chambre de M. Haim. Récapitulons, Giulia, c'est très important pour nous. Angelica Curtius se rendait souvent chez M. Haim, des fois pendant plusieurs jours, et elle dormait dans la même chambre que celle de M. Haim. Oui. Ils dormaient tous les deux dans le même lit? Oui. Mais comment le savez-vous? Il n'y a qu'un grand lit dans la chambre. Et puis je leur ai apporté souvent le petit déjeuner au lit le matin. Merci, mademoiselle Cavalli. Je n'ai plus d'autres questions à poser aux témoins. Monsieur M, est-il exact que vous avez perdu beaucoup d'argent en spéculation boursière et en projets de société? Oui.
Est-ce qu'il est exact aussi que la perte de ces grosses sommes d'argent vous force à vendre vos parts de la Data Main, c'est-à-dire 50% de la société, à un groupe américain du nom de International Informatique qui vous en propose 20 millions? Oui, c'est exact. Et est-il vrai que d'après les stipulations du contrat établi entre vous et Freeze, ce dernier pouvait vous empêcher d'effectuer cette transaction? Oui, c'est vrai. Il voulait vous en empêcher? Oui. Pourquoi avoir continué les transactions puisque Freeze était contre ce projet de vente à une société américaine? J'aurais fait ça? Ah oui, vous l'avez fait. Voulez-vous que je fasse comparaître M. Warren comme témoin? C'est inutile. Je reconnais avoir continué. Pourquoi? Ça n'aurait pas pu marcher. À moins que vous vous doutiez que Freeze, votre associé, allait être assassiné et que du même coup, vous auriez les mains libres. Ne jouez pas à ce jeu, maître Renz. Pas avec moi. J'ai continué à discuter ce contrat avec les Américains, c'est parce que je connaissais bien Freeze. Personne ne le connaissait mieux que moi. Il n'était pas que mon associé. Il était aussi depuis longtemps mon meilleur ami. J'étais persuadé qu'il finirait par changer de vie. Peut-être qu'il aurait suffi pour ça de monter le prix de vente de mes actions de quelques marques ou qu'il comprenne que c'était vital. Est-il exact qu'il avait rédigé un testament qui faisait de vous l'héritier de ses parts de société en cas de mort accidentelle? Oui, c'est exact. Mais j'avais rédigé de mon côté le même testament qui désignait Freeze comme mon héritier au cas où il me serait arrivé un accident. Mais heureusement pour vous, ça n'a pas été le cas. Et maintenant, plus rien ne vous empêche de vendre vos parts à ces Américains. Oui. Vous aimez remuer la merde, monsieur l'avocat. Monsieur M, le tribunal vous condamne pour insulte à un représentant du barreau à une amende d'un montant de 2000 marks commuable en peine de prison. Maître Renz, monsieur M est à la barre en tant que témoin et non en tant qu'accusé. Oui. Et c'est bien là l'erreur. Et si le tribunal le souhaite, je pourrais développer un raisonnement qui pourrait me permettre d'innocenter mon client. Monsieur Haim vient de nous faire comprendre indirectement qu'il avait de bonnes raisons d'assassiner Freeze. Il se retrouve donc à égalité avec monsieur Schuster. À moins que la Cour estime que la somme de 20 millions de marks ne soit pas un mobile suffisant. D'autre part, monsieur Haim non plus n'a pas d'alibi pour le soir du crime. Exactement comme l'accusé. Maître Renz, vous imaginez bien que je me suis rendu compte que votre ami, le détective Joseph Matula, enquêtait depuis quelques jours sur ma vie privée. Pourquoi pensez-vous que je ne me sois pas intéressé à cette enquête, alors que je savais qu'on allait peut-être essayer de chercher des preuves pour m'accuser de ce crime? Freeze a été tué par balle vers minuit 5 à peu près. Est-ce que je me trompe? Non, c'est exact. À minuit précisément, un de mes vieux amis m'a téléphoné. Il avait essayé de résoudre un problème d'échec pendant toute la soirée et il voulait que je soumette ce problème insoluble à un de mes ordinateurs. S'il se souvient si précisément de l'heure de son appel, c'est parce qu'il a hésité longtemps avant de me téléphoner à une heure aussi tardive. Il s'est décidé parce qu'il ne trouvait pas. Si le tribunal doute de mon témoignage, il peut demander à mon ami de confirmer mes dires. Il s'agit d'un de vos collègues, monsieur le procureur. Le procureur général Gratz. Ah, ma maison se situe à environ une demi-heure de route de l'appartement de monsieur Freeze. Oui. Pourquoi ne pas en avoir parlé avant à la police? Parce que je viens de comprendre que j'étais devenu accusé dans ce procès et non témoin comme avant. Pourtant, monsieur le juge vous a dit tout à l'heure que vous inversiez les rôles. Généralement, un témoin n'a pas besoin de fournir un alibi. D'autres questions concernant le témoin? Non. Monsieur le procureur? Non, merci. Le revolver n'était pas à l'endroit où Schuster l'avait jeté. Et pourquoi? Réfléchis bien. Monsieur Matula vient de me faire remarquer un fait très important qui pourrait nous permettre d'avancer dans notre enquête. Nous sommes toujours partis de l'idée que l'arme du crime avait été retrouvée à l'endroit où l'accusé l'avait jetée. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et comment ça se serait passé, maître? C'est Angelica Curtius qui a trouvé l'endroit exact où était le revolver. Et cet endroit était au moins à 30 mètres de celui où monsieur Schuster était persuadé l'avoir jeté dans l'eau. Vous vous souvenez, commissaire? Oui. Comment pouvez-vous nous expliquer ceci?
L'accusé nous a dit qu'il avait bu beaucoup d'alcool ce soir-là et qu'il se souvenait plus de l'endroit exact. Oui. En effet, ça semblait plausible, mais je pense avoir une meilleure explication. Vous avez paru quand même étonné quand votre compagne a dit à monsieur le commissaire que vous vous trompiez d'une trentaine de mètres. Oui, mais... Oui, vous étiez quand même presque sûr. Mais bizarrement, l'arme était bien là où madame Angelica Curtius le prétendait. Pourquoi, d'après vous? Eh bien, parce que c'est elle qui l'avait jeté à cet endroit-là, et qu'il était très important pour elle qu'on puisse retrouver facilement ce revolver. Maître Renz, où voulez-vous en venir exactement? J'y arrive. Permettez-moi de poser encore quelques questions, monsieur Schuster. Je vous demande de me dire la vérité, monsieur Schuster. C'est dans votre propre intérêt. Au moment du crime, vous n'étiez pas avec madame Curtius. Non. Où se trouvait, à votre avis, madame Curtius? D'abord, nous étions à mon appartement. Et puis j'ai vu qu'il n'y avait plus de cigarettes. Angelica m'a dit qu'elle en avait un paquet chez elle et elle est partie le chercher. Comme au bout de 10 minutes, elle n'était toujours pas revenue, je suis descendu. Mais elle n'était pas chez elle. J'ai pensé que comme on venait de se disputer, elle était peut-être encore fâchée. J'ai frappé, sonné à la porte. Et vous êtes resté sur le palier combien de temps à peu près? Je ne sais pas exactement. Mais certainement plus de 10 minutes. Et tout à coup, la porte de l'ascenseur s'est ouverte et elle est sortie avec un paquet de cigarettes. Et ensuite, vous êtes retournés ensemble à votre appartement. Et vous vous êtes couchés. Oui. Lequel d'entre vous a eu l'idée d'inventer cet alibi du paquet de cigarettes? Au cas où vous seriez interrogé par la police. Elle. Angelica. Elle m'a dit qu'elle voulait m'aider. Non, monsieur Schuster. Elle n'a pas voulu vous aider. Bien au contraire. Elle a voulu vous faire accuser d'un crime qu'elle venait de commettre. Elle avait été repêcher l'arme que vous aviez effectivement jetée dans la rivière. Elle l'a fait le soir du crime ou quelques jours auparavant. Et elle s'est servie de cette arme pour tuer Freeze. Et puis, quelques jours plus tard, elle a rejeté le revolver dans l'eau, à un endroit très précis et très facile à retrouver. De cette façon, on aurait pu prouver facilement que c'était bien avec votre arme, monsieur Schuster, que Freeze avait été assassiné, et que donc, logiquement, vous étiez l'assassin. Ensuite, elle vous a proposé de vous fournir cet alibi, mais elle a tellement été hésitante et peu crédible pendant son témoignage que cet alibi s'est retourné contre vous. Les magistrats de cette cour s'en souviennent. Mais... Pourquoi? Ça me paraît clair. Nous avons appris que Madame Curtius était la maîtresse de Monsieur Haim. Elle voulait l'aider par tous les moyens. Lui donner la possibilité de vendre la data main aux Américains. Et une fois que Freeze serait mort et que l'argent aurait été récupéré, elle voulait faire cette croisière avec Haim, mais en même temps, elle aurait réussi enfin à se débarrasser de vous, monsieur Schuster. Vous êtes malade. Non. Madame Curtius, je ne suis pas malade. Par contre, vous êtes une meurtrière. Vous avez commis un crime avec préméditation. Vous avez menti devant ce tribunal. Menti comme vous avez menti à monsieur Schuster depuis des années. Oui, c'est vrai. Ce que Maître Renz vient de dire. Le puzzle s'assemble parfaitement. Non. Oui. Il a raison pour une chose. Je te déteste. Ça fait longtemps que je voulais te quitter, mais tu n'arrêtais pas avec tes menaces de mort et tes idées de suicide. Pendant des années, tu m'as torturé avec ta jalousie. J'avais raison. Et c'est cette jalousie maladive qui t'a fait tuer Freeze. Arrêtez, Madame Curtius. Plus personne ne vous croit. Siegfried, aide-moi.
C'est toi qui l'as tué? Tu le sais bien, c'est toi qui voulais sa mort. Je voulais quoi? Je le déteste, c'est bien tes paroles. J'ai envie de le tuer. Tu te rappelles avoir dit ça, oui ou non? Oui, c'est vrai, je l'ai dit. Mais je ne pensais pas que tu le ferais. Aide-moi. C'est pour toi que je l'ai fait. Aide-moi. Ben voilà. Merci, maître Renz. Monsieur Matula, merci beaucoup. Au revoir, monsieur Schuster. Dis donc, t'aurais pu être avocat, toi.